Euh, on y va? Quel prix, Laurent? Bonsoir tout le monde. Je vais devoir rassurer après cette introduction. Je m'appelle Yann Bouvet, comme vous avez pu le deviner, et ce soir je vais vous parler de moi. Je vais vous parler de moi plus précisément d'il y a 3 ans, parce que à l'époque, notamment j'avais des cheveux, mais aussi à l'époque, avec ma compagne, on a pris une décision un peu folle, ça a été de prendre un petit chien. Et il faut savoir que si vous ne connaissez pas, passer de 0 à un chien dans votre quotidien, ça implique un grand bouleversement. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a 3 ans aussi, j'ai subi un grand bouleversement de la façon dont je conçois mon travail et de ma vie professionnelle en général. Et ça m'a permis de redevenir junior et de réapprendre à faire mon métier. Et c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Et pour ça, j'ai besoin de remettre les choses dans leur contexte. Parce qu'il y a 3 ans, moi j'étais déjà développeur full stack depuis 6 ans. Et j'avais quand même une grande confiance en mes compétences techniques. D'autant plus que je travaillais pour une ESN qui mettait un peu l'accent sur les compétences justement techniques de ses prestataires et la débrouille. Et en plus de ça, moi j'avais l'habitude de travailler seul sur des applications. Et par contre, je travaillais dans des milieux pas acculturés au test. Donc on considérait que les tests, c'était pas un investissement en temps qu'on voulait faire. Et plus globalement, j'étais dans des milieux où on n'avait pas de stratégie globale sur ancrer notre code dans le temps. Donc pas vraiment d'échange avec le métier pour pouvoir concevoir un code réutilisable dans la durée, sur lequel on pouvait retravailler. Il se trouve qu'en plus de ça, il y a 3 ans, moi j'avais des amis qui se sont lancés dans la reconversion dans notre beau métier de dev. Et ces amis, ils étaient au début de leur chemin. C'était leurs premiers 6 mois, leur premier 1 an de job. Et ils ont eu des expériences complètement différentes de la mienne. Et ils ont commencé à me parler d'architecture hexagonale, de test-driven development ou encore de domain-driven design. Et pour moi à l'époque, tout ça c'était des buzzwords. C'était à la rigueur du langage de commercial pour pouvoir vendre une mission un peu plus chère, mais pas vraiment une techno dans laquelle j'avais envie de me lancer. Et donc c'est tout ce contexte-là qui littéralement était la scène pour que je puisse recevoir un vrai parpaing de lucidité. Un parpaing de lucidité sous la forme d'un entretien pour un prospect qui travaillait dans l'immobilier et qui lui recherchait des développeurs avec des convictions en termes de qualité de code, qui cherchait des développeurs qui pratiquaient le TDD et qui avaient des connaissances en domain-driven design pour un peu convertir ses équipes. Et bon, avec le portrait que je vous ai donné juste avant, vous pouvez savoir à peu près ce qu'ils m'ont répondu. Ils m'ont pas vraiment dit « mais tu codes n'importe comment » en fait, mais ils m'ont jugé trop junior. Ce qui, bon, après 6 ans d'expérience, quand on a l'habitude quand même d'impressionner en test technique, ça fait un peu mal. Et du coup, il s'ensuit quand même une grosse remise en question. On passe un petit peu par toutes les phases du deuil, notamment un peu de colère envers soi, envers le commercial qui finalement n'avait pas su me positionner sur une mission qui me correspondait, ou envers ses interlocuteurs qui n'avaient pas su déceler en moi ce qui faisait que j'étais hyper compétent en fait. Et donc on parcourt ces phases et on commence à accepter que on a commencé à relativiser et donc à accepter le fait que c'était juste un entretien finalement, ça n'a pas changé ma vie. Mais bon, il y a quand même une phase de reconstruction après ça, parce que j'avais eu quand même des échanges qui étaient plutôt intéressants sur mes pratiques. Et ce qu'on m'a toujours dit de faire, c'est, quand un entretien se passe mal, demande du feedback. Donc la chose que j'ai fait après cette phase de remise en question, ça a été d'envoyer un mail. Et pour dire, c'est un peu dommage, j'ai bien aimé les discussions qu'on a eues, mais dommage qu'on ne puisse pas travailler ensemble. Est-ce que vous avez des ressources à me filer? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous faites les choses comme ça? Quel est vraiment l'intérêt en fait de ces trucs? Et c'est là où j'ai eu assez de chance, c'est qu'il y a un de mes interlocuteurs qui a très gentiment décidé de me répondre. Et il m'a envoyé un mail en me disant, voilà pourquoi on décorrèle le code métier du code infra, voilà plein de ressources qui parlent de plein de trucs différents, on parle de DDD, de CQRS, d'event sourcing, plein de trucs compliqués. Et la première chose que j'aurais dû faire suite à ça, ça aurait été de trier ces ressources. Parce que quand on se lance à apprendre un nouveau truc, on a besoin de 2 choses pour être sûr de pouvoir progresser rapidement. C'est d'abord d'avoir confiance en les ressources qu'on consulte,
donc d'être sûr qu'elles détiennent une vérité qu'on veut apprendre, et en plus de ça, d'être armé pour les comprendre, c'est-à-dire d'avoir les connaissances nécessaires pour les avoir. Pour le premier point, je l'avais, vu qu'on m'avait conseillé tout ça, je me doutais que c'était du solide. Mais le deuxième, je me rappelle quand même avoir cliqué sur un lien qui parlait de CQRS, un blog en anglais avec des gros blocs de texte, aucun schéma, et j'ai rien bité. Et donc, j'ai commencé à vouloir trier ces ressources, et la méthode qui a fonctionné pour moi, ça a été de trouver mes propres experts. Qu'est-ce que j'insinue par là ? Pour moi, trouver ses propres experts, c'est trouver des gens qui sont dans le même chemin d'apprentissage que vous, donc des gens pour moi qui se mettaient plus généralement au craft, mais qui étaient encore proches de mon niveau, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas encore ultra experts en DDD ou autre, pour qu'ils puissent me conseiller les ressources qui les avaient fait avancer récemment. Et donc, forcément, quand je vous donne cette définition, moi je me suis tourné vers mes potes. Bien sûr, il y a un petit mea culpa parce que jusque-là, je ne considérais pas que leur savoir était nécessaire à ma carrière. Et là, ils allaient me servir d'expert. Et c'est comme ça que j'ai su que le CQRS, c'était peut-être pas la bonne chose dans laquelle se lancer. Peut-être qu'il fallait commencer par le TDD, et donc peut-être même commencer par apprendre à faire des tests. Et donc voilà, comment j'ai commencé à trier ces ressources. Et autre chose qui m'a aidé, si vous avez par exemple si on n'a pas de collègues ou d'amis disponibles, c'est de participer à des meet-up. À Lyon, on a un meet-up spécialisé dans le craft qui s'appelle les Software Crafters, et dans lequel j'ai pu rencontrer plein de gens qui ont pu me conseiller plein de trucs. Et enfin, la dernière chose pour avoir des ressources en lesquelles on peut avoir confiance, c'est tout simplement de consulter les sources de nos ressources. Ça fait beaucoup de mots sources. Donc les sources d'une conférence, les liens qu'il y a dans un article, souvent c'est quand même beaucoup en rapport avec le sujet et à peu près du même niveau, pas tout le temps, mais on arrive à tomber sur des trucs du même niveau, donc ça nous permet de grandir comme ça. Donc là j'étais content, j'étais capable d'être enfermé dans ma chambre et de lire des trucs et de grandir au solo, mais ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est que apprendre avec d'autres gens, c'est vachement plus facile et vachement plus rapide. Je ne sais pas si vous arrivez à tout lire, mais je vais vous laisser le temps d'une gorgée pour lire un peu le gag. Donc oui, apprendre de tout le monde, c'est tout d'abord arriver à se mettre dans une position d'humilité. Pour moi, sur ma grosse remise en question, ça a été assez facile parce que repartir de zéro, redevenir junior, ça nous permet tout de suite de considérer que tout le monde détient plus de savoir que nous. Et si on connaît le kung-fu, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout le lore de Tolkien. Ça n'a rien à voir. Et donc, on a chacun des savoirs différents sur lesquels on est un peu plus expert que les autres. Donc, se mettre dans une position d'humilité, ça marche bien pour récupérer les savoirs des autres. Ça marche particulièrement bien dans un contexte professionnel où on évolue tous autour d'un même métier, d'une même code base. Et du coup, on détient tous des savoirs là-dessus, et il est très facile d'avoir des sujets en commun sur lesquels échanger et grappiller un peu de savoir à droite à gauche. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a 3 ans encore, moi ce que je considérais comme le plus pénible, c'était de me retrouver dans une mission et d'être la personne la plus compétente de la pièce. Et en fait, grâce à ce trick, de savoir que tout le monde a un savoir qui peut nous intéresser, on n'est plus la personne la plus sachante. Et même si on l'est, même si on y connaît plus, on a plus de compétences sur un sujet ou autre, tout notre but va être dans le fait d'apprendre à transmettre. Parce que mes collègues, moi je veux qu'ils deviennent des alliés puissants sur lesquels je puisse m'appuyer et sur lesquels je puisse questionner mes pratiques. Même s'ils ne les connaissent pas autant que moi, si je leur apprends, ils pourront les remettre en question eux aussi. Et enfin, pour apprendre de tout le monde, moi mon médium préféré c'est le pair programming. J'essaie de l'utiliser hebdomadairement dans mon équipe actuelle et ça marche super bien. Ça nous permet vachement d'unifier nos pratiques et en plus de ça, ça amène beaucoup de démocratie et de débat dans l'échange sur les pratiques. C'est-à-dire que quand on va pair programmer avec un tel et après pair programmer avec une telle, on va apporter un peu de ce qu'on a gagné avec le premier pour échanger avec l'autre. Et donc maintenant que je suis capable d'apprendre, vite, bien, et avec les bonnes ressources,
il serait peut-être temps de construire un plan pour savoir où j'en suis. Et donc, pouvoir baliser un chemin, faire un plan, c'est quelque chose que je fais pas mal dans ma vie que j'ai commencé à faire dans ma vie personnelle, notamment en sport, c'est de définir des objectifs qui vont me permettre de savoir où j'en suis de ma progression. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est définir des objectifs de trois types différents. Un objectif long terme, donc horizon 1 à 3 ans, qui va être une vision un peu globale de ce vers quoi je veux tendre. Par exemple, dans mon cas, là, ça va être de pratiquer le DDD de manière professionnelle. Un autre objectif un peu plus court terme, donc moyen terme, qui est plus environ 6 mois, 1 an, et qui va réduire ce scope. Donc ça va être par exemple d'avoir animé 2 ateliers d'eventstorming. Et enfin, des objectifs court terme qui là vont être beaucoup plus intéressants et plus valorisants parce qu'on va les cocher au fur et à mesure et on va vraiment voir notre progression. Et donc là, ça va être par exemple de regarder une conf, lire un article de blog. Et donc maintenant que j'ai défini mes objectifs, moi ce qui m'aide beaucoup, c'est de les noter. Bon, on peut bien entendu prendre des post-it et les répartir partout dans notre chambre pour pas oublier d'y revenir. Mais moi, ce que j'utilise, c'est Notion, sur lequel j'ai plein de to-do list pour ma vie perso et ma vie pro. Et j'ai une catégorie veille sur laquelle, quand je reviens, je revois mes objectifs court terme et je vois d'où je suis parti et où j'en suis. Et pour ça, et pour pouvoir réaliser ces objectifs, moi, à force d'en faire, j'ai trouvé une petite méthode qui fonctionne pour moi. C'est une technique d'amélioration continue en 4 étapes que j'utilise assez facilement. Donc on va prendre l'exemple, par exemple, de lire, j'ai comme objectif court terme de lire un article que j'ai sélectionné sur l'architecture hexagonale. Donc la première étape, ça va être de sélectionner cet objectif et de me planifier du temps pour le faire dans ma semaine. Ensuite va arriver le temps que j'ai planifié et je vais lire certains articles, prendre des notes. Ça va être ma deuxième étape. Ensuite, je vais me laisser 24 à 48 heures et je vais passer sur une troisième étape qui va être plus une étape de vérification où je vais revenir sur mes notes, relever les points qui ont été bloquants. Par exemple, j'ai pas bien compris la différence entre un port primaire et un port secondaire et les mettre de côté pour la quatrième étape qui est une étape d'adaptation où je vais prendre ces points bloquants et en tirer des nouveaux objectifs pour m'améliorer de manière continue. Donc par exemple, trouver des articles spécifiques parlant des ports primaires et secondaires. Bon, j'étais bien content avec ma méthode. Je pensais même avoir inventé la roue, mais en fait c'était celle de Deming, qui est un process d'amélioration continue industrielle qui a été popularisé dans les années 50 par William Deming, donc c'est pas tout jeune, et qui est aussi appelé méthode PDCA, donc pour les 4 étapes, Plan, Do, Check et Act. Et là où Deming il en parle, là où Deming rend cette image encore plus parlante, c'est qu'il dit que c'est une roue qui progresse le long de la pente du progrès. Et donc, bon, je vous avoue que moi, quand j'ai vu cette image la première fois, je me suis dit, qu'est-ce qui empêche en fait, au moment où on s'arrête, que la route Deming nous retombe en plein dans la tête et qu'on remette tout en question et on reparte de zéro. Et là où Deming a un truc très intéressant, c'est qu'il nous dit que grâce à la cale de l'expérience, donc à l'expérience accumulée le long de notre processus d'amélioration continue, notre gros rocher ou bien notre route Deming ne redescend pas. Et donc ça c'est super intéressant parce que moi, à cette époque-là, j'ai quand même 6 ans d'expérience. 6 ans d'expérience que je ne veux pas perdre, et donc je ne voudrais pas repartir complètement de zéro non plus. Et il est donc important pour moi de valoriser l'expérience que j'ai déjà pu acquérir jusque-là. Il se trouve que notre métier est ultra pluridisciplinaire, on doit apprendre plein de trucs pour fonctionner normalement au quotidien, que ce soit en termes de techno, en termes d'outillage, un IDE, Git, en termes de skills sociaux, savoir repérer un PO dans une salle, ça peut aider. Et donc, quand on rajoute quelque chose à ça, et bah, ça peut vite devenir beaucoup à apprendre en même temps. Une belle analogie est celle-ci, c'est si on veut apprendre à être un véritable homme orchestre, on va peut-être galérer si on se met à tout faire en même temps. Mais si par exemple on sait déjà faire du piano et de la guitare, on va avoir déjà des automatismes et ce sera facile de rajouter un instrument dessus. Et donc, grâce à cette valorisation de l'expérience, je trouve que j'ai eu énormément de vélocité, de rapidité à me mettre au craft et j'en prends pour témoin ma situation actuelle,
car aujourd'hui, ma situation professionnelle a pas mal changé. Je suis toujours développeur full stack dans une startup qui s'appelle Lowit, qui fait dans l'aide à la rénovation énergétique des bâtiments. Et je travaille dans une équipe de 10 autres devs. On est divisé en d'autres sous-équipes qui travaillent toutes sur un monolithe modulaire dont l'architecture est inspirée de la Cleanarchy. Grâce à cette architecture notamment, je pratique le TDD quotidiennement, c'est-à-dire tout le code que je livre, je l'ai passé par ce process de design de code qu'on appelle le TDD. Et en plus de ça, je suis actuellement un peu moteur dans mon équipe pour mettre en place les pratiques du DDD, c'est-à-dire que sur les derniers mois, j'ai pu animer des event storming. On commence à construire et à maintenir une context map pour un peu plus savoir comment nos équipes interagissent entre elles et comment nos contextes interagissent entre eux. Et donc voilà, ça montre qu'en 3 ans, j'ai quand même pu passer de rien savoir au craft à les mettre en pratique de matière professionnelle, ce qui n'était pas gagné dès le début. Je vous ai remis là un peu toutes les étapes de la méthode qui a marché pour moi. Bon, c'est ultra subjectif et c'est sûrement pas fini. Mais si vous voulez piocher là-dedans, n'hésitez pas. Ça me fera super plaisir si vous avez des feedbacks que vous m'envoyez un message pour me dire ce que vous avez pu penser de telle ou telle étape d'amélioration. Et pour finir, je vous présente Pogno. Elle est vraiment trop mignonne. Je vous ai mis un QR code ici, sur lequel vous pouvez retrouver ces slides et j'ai compilé des ressources qui m'ont beaucoup aidé à me mettre au craft. Donc si ça vous intéresse de commencer ce chemin ou que vous êtes au début, parce qu'il n'y aura peut-être pas des trucs pour les initiés, vous pouvez aller consulter ça et me faire un retour à cette adresse email. Sur les slides, vous avez pu voir, il y a des super illustrations. C'est la très talentueuse Eve Coston qui les a faites, et je la remercie. Elle est là ce soir, donc si vous avez besoin d'illustrations pour vos slides, n'hésitez pas. Les images ne sont pas libres de droit, donc prévenez-nous si vous souhaitez les utiliser. On aimerait bien être au courant. Voilà, et je vous remercie tous pour votre écoute attentive. Et donc, pour finir, cette méthode avec laquelle j'évolue, c'est quand même, ça me permet d'être armé dans notre métier de développeur, où on est quand même en train de réinventer nos pratiques hyper souvent. Et du coup, je suis plus en confiance sur l'avenir, sur le fait que je pourrais switcher vers d'autres pratiques encore plus rapidement que j'ai pu me mettre au craft. Et voilà, ce sera tout pour moi. Je vous remercie. Je remercie bien sûr Craft Records et mes coachs d'avoir pu concrétiser cette conférence qui me tenait à cœur de faire depuis un moment. Et je remercie tous ceux qui m'ont aidé dans mon parcours vers le craft. Ils se reconnaîtront.